Pour cet épisode 4, nous allons accueillir Pierrot. Merci d'avoir accepté de faire ton premier lancer. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs et nous raconter comment tu es rentré dans le monde du jeu? Moi, alors, j'étais gros joueur, en fait, dans les années 80, parce que moi, j'ai bientôt 50 ans. Dans les années 80, je traînais déjà mes godasses dans des boutiques de jeux spécialisés à l'époque. Alors, c'était beaucoup de jeux de rôle, c'était du jeu de figurines, c'était les premières boutiques Warhammer. Il y avait quelques jeux de société spécialisés. On achetait déjà avec mon petit frère des jeux, on avait des petits budgets, donc on fallait bien choisir. Voilà, on regardait le catalogue pendant des heures, et puis on faisait le choix. Alors toi tu prends ça parce qu'on pourra jouer à ça, et puis moi je prends ça. Et donc fin 80, vers 87, 88, on achète nos premiers jeux dits modernes, c'est-à-dire qui sortent du circuit Monopoly, les Dragons du Mékong, enfin pas les Dragons du Mékong, les Mystères de Pékin, ce genre de jeux. Cluedo et tout ça. Et là, on achète nos premiers jeux modernes. Lui, moi, j'avais acheté Dungeon Quest, première édition, et lui avait acheté Rencontre Cosmique. Et après, on était un peu allé dans Warhammer, dans le jeu de filles, etc. Donc après, on a toujours été très joueurs dans la famille. On a beaucoup joué. Et en fait, ce qui se passe, c'est que après, je fais beaucoup de jeux de rôle jusqu'au lycée. Et quand je deviens étudiant, je fais un peu comme à peu près tous les étudiants, c'est-à-dire je lâche le jeu de société pour me retrouver avec des potes à jouer au tarot, à la belote contrée, des trucs comme ça. Et plus du tout le jeu de société. En plus de ça, dans les fin des années 90, il y a Magic qui a pris le relais. Donc en fait, les boutiques de jeux de société. Moi, clairement, c'était mon. Moi, je suis des années 90. Je suis dans 88. Donc clairement, moi, Magic, c'était toute ma jeunesse, tout mon lycée. C'est le moment où je sors complètement de ces boutiques parce que moi, Magic m'intéresse pas. J'y ai jamais mis un doigt dedans et du coup, j'y ai jamais joué. Et j'ai jamais voulu y jouer. Et en fait, c'est début 2000, en 2002-2003, je redécouvre le jeu de société moderne. J'avais complètement lâché. Là, je redécouvre Elixir, Jungle Speed, ce genre de choses. Et en fait, je découvre aussi les jeux des of Wonder, donc les Aventuriers du Rail, et surtout les Chevaliers de la Table Ronde en 2005. En fait, en 2005, il y a les Chevaliers de la Table Ronde qui sortent et Zombie, la Blonde, la Brute et le Truand chez Asmodée. Et en fait, c'est deux jeux qui sont déjà, d'une part, très 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 beaux, parce que Zombie, la Blonde, la Brute et le Truand, c'est illustré par Alexis Briclot, qui est un illustrateur de fou et qui bosse pour Marvel, etc. Pour Magic aussi d'ailleurs. Et les Chevaliers de la Table Ronde, c'est pas un des premiers jeux de Days of Wonder, non, ils sont dans les 10 premiers jeux qu'ils ont sortis, et c'était des jeux qui étaient super beaux. Et moi, ça faisait déjà quelques années, en fait, fin 90, je veux être illustrateur de bande dessinée. Je connais beaucoup de monde dans le milieu de la bande dessinée, etc. Et en fait, je suis juste pas assez bon pour être illustrateur de bande dessinée parce que ça demande beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de talent, ça demande de savoir faire de la narration, ça demande énormément de choses. Et en fait, du coup, je me suis retrouvé à contacter Bruno Catala parce que je voulais créer un site web. À l'époque, on faisait ça, des sites web en Flash. Je voulais faire mon site de critique de jeux de société parce que je jouais beaucoup. Et en fait, je caricaturais ma table de jeu dans le thème du jeu qu'on testait, dont on faisait une critique. D'accord. Et pour les Chevaliers de la Table Ronde, j'avais détourné les cartes de loyauté des Chevaliers de la Table Ronde. Donc, au début du jeu, on te distribue 2 cartes, loyales ou félon. Et je m'étais caricaturé dans la carte de Loyal. Et je l'avais envoyé à Bruno Catala pour savoir si j'avais le droit de la poster sur Internet. Et on se connaissait pas du tout, on s'était jamais rencontrés, on n'avait jamais échangé. Et le dessin le fait marrer. Il me dit que de toute façon la carte, lui il peut pas me donner son accord. C'est des vendeurs qui doivent donner son accord. C'est les ayants droit, quoi, logique. Voilà. Mais que lui il trouve le dessin super fun et il me demande si c'est mon métier d'illustrer, etc. Et je lui dis que non, en l'occurrence je veux faire de la bande dessinée, mais que Et là, il me propose de faire Mr. Jack, et c'est comme ça qu'on a fait Une Arme sur Whitechapel en 2005, et qui est devenu Mr. Jack en 2006. Ça veut dire que c'est vraiment sur un, je vais pas dire un coup de poker, mais sur un... c'est une opportunité, c'est un opportunité qui est arrivée. À la base, tu avais envoyé ton dessin pour faire ta critique sans idée derrière. Non, pas du tout. En plus, si tu veux... il y avait des jeux de société déjà très très beaux à l'époque, alors plus sur le marché français, parce que le marché allemand était vraiment très compliqué à ce moment-là niveau visuel. C'est un peu mieux maintenant quand même. Ouais, il y a Michael Menzel qui est arrivé, donc du coup maintenant ils font des efforts et puis ils font appel à pas mal d'artistes. Avant ils bossaient qu'avec des Allemands, maintenant ils commencent à bosser avec des artistes un peu de tout pays. Et en fait déjà à l'époque il y avait des jeux assez beaux, mais le problème c'est que le milieu du jeu c'est un peu compliqué parce qu'à l'époque c'était
tout le milieu du jeu, si tu veux, il était phagocyté. Enfin, le terme n'est pas très bien choisi. On va dire, c'était que des rôlistes. Là, on parle de vrais passionnés, c'est-à-dire que c'était des trucs, tu pouvais pas faire ta vie avec ça, quoi. C'était pas, c'est quand même assez compliqué. Hyper niche, quoi. Voilà. Et donc, du coup, te dire, ouais, je vais illustrer des jeux pour en vivre, c'était même pas un pari envisageable. Et quand il me propose de faire Mr. Jack, j'ai énormément de chance parce que le jeu marche très, 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 très fort. On le sort pour Essen en Allemagne en 2006. Je me déplace pour dédicacer et en fait, je m'aperçois là-bas que c'est la première fois qu'il y a un illustrateur qui se déplace pour dédicacer. Ça fait un énorme buzz pendant Essen et en fait, donc Essen c'est le salon, le plus gros salon en Allemagne et en fait ça fait un énorme buzz et du coup il y a plein d'éditeurs qui viennent me rencontrer, qui viennent me tchatcher avec moi. C'est un milieu où tout le monde se tutoie, où c'est vraiment très cool. Et en fait à ce moment-là j'ai Hicham à l'époque Matago et qui deviendra Hicham de Studio H. J'ai Thomas Provost anciennement Repoprod qui a fondé Repoprod et qui maintenant fait Playpunk avec Antoine Boza. Et je rencontre tous ces gens-là en fait dès ma première année et du coup j'ai enchaîné un deuxième jeu, puis un troisième, puis un quatrième et puis après j'ai jamais vraiment arrêté. Ça fait 20 ans que je fais que ça. Tu t'es fait, on va dire avec ce coup de chance, ça a lancé assez rapidement ta carrière avec ce. Ouais, instantanément en fait. 2007, je sors 2 jeux. Ouais, 2 jeux en 2007 et en 2008 j'en sors 4, 5 de plus je crois. Donc assez rapidement en fait si tu veux je suis devenu complètement enfin si tu veux mes revenus étaient 100% jeux de société dès 2007 et me permettaient d'en vivre on va dire à partir de 2008 je dirais. Ok, et du coup maintenant comme tu as lancé Kiff, est-ce que quand même tu arrives à faire des jeux en illustration en dehors de Kiff? Ouais, alors pendant un temps j'en ai fait moins. D'abord parce que Kiff me prenait énormément de temps. Enfin, on est 4. Ça fait combien de temps? Ça fait 2018. Kiff. Ouais, 2018. Et au début, ça nous prenait pas mal de temps parce qu'on est 4, mais même à 4, c'est quand même, ça reste. Voilà, on a tous nos répartitions de tâches. Et donc pendant un temps, en plus de ça, j'avais pas mal œuvré avant, donc j'avais des droits, j'avais des revenus en fait, si tu veux, annuels. Les royalties, c'est exactement comme on va dire la publicité, ouais, voilà, c'est ça. Ça me faisait un petit matelas sur lequel je pouvais m'appuyer, qui me permettait de ralentir mon activité d'illustrateur en soi, d'autant que on va dire que dans les années de 2010 à 2014, mon nom apparaît beaucoup, tout le temps, partout, et jusqu'à 2015, on va dire. Et je pense que c'est bien de pas être trop présent, qu'on voit que toi, etc. Et donc du coup, je ralentis un peu le truc. Je descends à max 2-3 jeux par an, histoire de souffler un peu déjà d'une part, et puis surtout de mieux choisir mes projets. C'est ça. Et de mieux les faire, parce qu'il y a quand même des projets entre 2010 et 2014, on va dire, qui ont été vite faits quand même, et que j'assume moi maintenant aujourd'hui. Et voilà, après oui, là je continue. Alors ouais, j'ai continué à illustrer pour des projets perso en dehors de Kiff, mais il y en a moins. Mais là, voilà, l'année prochaine, cette année, il y en a eu. Cette année, est-ce que j'en ai eu? Je sais pas, parce que cette année, j'ai été vraiment très occupé avec Kiff et en illustration déjà. L'année prochaine, il y en aura 2, c'est sûr, au moins, peut-être 3. Donc voilà, oui, ça continue. Et du coup, comment ça se... On va dire avec un auteur, une maison d'édition, la collaboration, en fait... Je fais encore le parallèle avec le cinéma. Pour moi, l'illustrateur du jeu de société ou du bande dessinée illustrateur, c'est un peu comme le chef-op au cinéma qui est en charge de l'image. C'est lui le patron de l'image, entre guillemets. Mais du coup, est-ce que il a une grande conversation pour essayer de retranscrire, on va dire, l'idée de l'auteur ou même de l'éditeur, parce que des fois le thème change pour que ça puisse fonctionner avec la mécanique. Alors, en fait, illustrateur de jeux de société, c'est un vrai métier à part entière. C'est-à-dire que je suis pas illustrateur, je suis illustrateur de jeux de société. Je peux être illustrateur pour du jeunesse, pour du livre, pour de la BD. Même maintenant,
je pense techniquement je pourrais illustrer ce que je veux entre guillemets, je pourrais faire de la pub et tout ça, mais je suis vraiment illustrateur de jeux de société. Et illustrateur de jeux de société, ça a des prérequis. Tu peux pas être, si t'es illustrateur de BD, ça veut pas dire que tu seras un très bon illustrateur de jeux de société. Non, faut qu'on comprenne les mécaniques, je suppose. Ouais, en fait, t'as déjà un énorme un énorme rapport à la mécanique du jeu. Donc déjà, c'est bien si t'es joueur, ça aide vraiment beaucoup, voire même c'est assez indispensable à mes yeux. Quand moi, en tant qu'éditeur avec Kif, on fait appel à des illustratrices ou des illustrateurs, je fais toujours en sorte d'appeler des gens qui ont déjà bossé dans le jeu de société ou qui ont des connaissances sur le jeu de société, parce que ça simplifie énormément les processus, quoi. Après, ça m'arrivera sûrement de bosser avec des gens qui ne sont pas du milieu, parce que je connais beaucoup de gens dans le milieu de la BD, etc. Mais ce sera sur des jeux où il va y avoir énormément de drive de ma part, parce que l'illustration de jeux de société, il y a un moment, il faut mettre un arrêt sur l'aspect visuel pour que ça colle aux mécaniques. Et souvent, ça veut dire sacrifier un bout de ton image. Donc, il faut pas forcément que ça soit très beau, il faut que ça soit très jouable. Si ton boulot fait en sorte que ça permet d'être très beau et jouable en même temps, c'est cool. Mais c'est pas le prérequis, c'est vraiment que ça soit jouable avant tout. C'est ce qu'on appelle l'ergonomie, en fait. Et l'ergonomie, elle est dans la DAO, c'est-à-dire dans la maquette, dans les iconographies de cartes, etc. Mais c'est aussi dans l'illustration. Les illustrations de plateau, typiquement les illustrations de cartes. Faut pas qu'il y ait de nœud graphique entre l'illustration et les icônes et l'information qu'elle doit apporter, etc., etc. Que ça soit le plus lisible possible et que l'expérience joueur soit la plus fluide possible sans être gêné par l'illustration. Tout à fait. Les illustrations, c'est juste, en fait, alors, les illustrations ont joué plusieurs rôles dans la vie d'un jeu de société. Elles vont habiller un jeu de société, c'est-à-dire qu'elles vont habiller des mécaniques, et là, c'est du pur habillage. Les illustrations ont joué un énorme rôle dans l'acte d'achat aussi. Ah bah c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, si on fait un jeu qui est pas beau, en tout cas en France, pour moi, c'est compliqué de vendre. Bah, en fait, si tu veux, aujourd'hui, vu le nombre de jeux qui sortent, et le step-up qu'il y a eu d'un point de vue éditorial en France et même dans le monde, sortir un jeu moche, c'est quand même super con. C'est-à-dire qu'il y a vraiment moyen de faire ton jeu et qu'il soit à minima joli, voire même très beau. Ça, aujourd'hui, c'est quand même assez faisable et pas si compliqué que ça. Quand moi, à mon époque, quand je démarrais, déjà, il y avait deux choses. Il y avait d'un côté le jeu allemand qui était souvent très moche et très fonctionnel, mais du coup, quand tu faisais un jeu, si tu illustrais un jeu type mécanique allemande, c'est-à-dire jeu de stratégie, jeu de gestion, etc., si le jeu était beau, les clients, enfin les joueurs, ils disaient s'il est beau, c'est que c'est pas bien. C'est que ça cache quelque chose. Aujourd'hui, il y a plus du tout cet aspect-là. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on voit un jeu moche, déjà on n'est pas attiré, mais on se dit pas c'est parce qu'il est beau qu'il est pas bon. Ouais, c'est ça. Par exemple, un exemple que j'ai, et pour moi, qui est peut-être en tout cas ces derniers temps un des meilleurs exemples, c'est par exemple Harmony, pour moi, qui est un très beau jeu, mais sans illustration, je trouve que le jeu ne fonctionne, je vais pas dire pas, mais fonctionne beaucoup moins. En fait, non, si tu veux, mécaniquement Harmony marche nickel. Le plaisir ludique, que le jeu soit beau ou pas, mécaniquement, le jeu est nickel. Après, si tu veux, il y a un truc qui est certain, c'est que je pense que Harmonise, visuellement, ne serait pas Harmonise, il se vendrait beaucoup moins. Je pense aussi. C'est une évidence. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un rôle dans l'acte d'achat qui est fort. Et dans sa popularité aussi. Après, le jeu, si un jeu est beau, mais qu'il n'est pas bon, de toute façon, le jeu marche pas et le jeu marchera pas. Ça n'est jamais arrivé, et là, je te parle de ça. Moi, j'ai 1 millier de jeux à la maison. En tout, j'ai dû en avoir... il y en a au moins 4 milliers qui sont passés par mes étagères. Des jeux beaux, j'en ai eu plein. Ceux que j'ai gardés, c'est ceux qui étaient bons. Oui, make sense. Parce que un mauvais jeu beau, on s'en fout en fait. Ça n'a aucun intérêt. C'est un tableau du coup, c'est plus un jeu. C'est ça, exactement. Donc en fait, si tu veux, l'illustration dans le jeu de société, c'est vraiment un métier à part entière parce que tu sers deux choses. C'est-à-dire tu sers un acte d'achat, comme tous les illustrateurs. C'est-à-dire tu sers à attirer un public. Et de l'autre côté, il faut que tes illustrations habillent une mécanique de la meilleure façon possible. Ok. On va très intéressant. Et pour revenir par exemple sur Kif, comment avez-vous une ligne éditoriale chez Kif, par exemple,
j'ai l'impression, par exemple chez Super Meeple, je sais que la ligne éditoriale c'est un peu le gros jeu, le jeu expert. Chez Bombix, moi je sais, quand je vois un jeu Bombix, je sais que c'est un jeu Bombix juste pour la DA, ou par exemple il y a Refuge, on reconnaît, j'ai pas besoin de regarder l'éditeur, je reconnais que c'est un jeu. Est-ce que vous, chez Kif, vous essayez d'avoir cette ligne éditoriale ou pas? Alors, chez Kif, on a fait une douzaine de jeux peut-être. Chez Kif, en fait, la seule ligne éditoriale qu'on a, c'est des jeux qu'on a envie de jouer. Ce qui est déjà une bonne ligne éditoriale. Ouais, en fait, si tu veux, alors Kif, c'est 4 personnes. Kif, c'est en fait, j'ai rencontré en 2012 Nicolas Normandon, qui est l'auteur de Zombie, la Blonde, la Brute et le Truand, qui est un des jeux qui m'a le plus marqué en 2005 et qui m'a vraiment fait rentrer dans le jeu de société en tant que passionné. D'accord. Et c'est devenu un super pote en 2012 parce qu'on s'est rencontrés à Essen. Il dédicaçait la nouvelle édition de Zombie, la Blonde, la Brute et le Truand qui s'appelait City of Horror chez Repoprod. Et moi, je dédicaçais River Dragon chez Matago, je crois, à ce moment-là. Et en fait, on s'est rencontrés. Je suis allé le voir parce que je voulais lui dire que j'adorais son jeu et que je trouvais que c'était un jeu d'une méchanceté horrible et qu'il était fabuleux. Et on a de suite sympathisé. On est devenus super potes. Et du coup, j'ai rencontré sa femme, Gwen. Et puis on est devenus tous les 4 avec ma femme, du coup très amis, tous les 4 ensemble. Ça a même été les témoins de notre mariage. Et en 2017, je crois, on fait un Cannes et moi j'ai quelques heures de dédicace. Nico, qui est aussi auteur de jeux à côté, mais lui il bosse dans le jeu vidéo chez Ubisoft. À quelques protos à présenter, etc. Mais on fait surtout terrasse d'hôtel. On va chercher, en clair, pendant que je dédicace, ils vont faire les courses, ils achètent les nouveaux jeux qui sortent. Et après, on rentre à l'hôtel, on se met sur la terrasse et on voit des coups en jouant aux nouveaux jeux. Et on a fait ça pendant tous les 4 jours de Cannes. On a très peu vu le festival. On le voyait 2 heures par jour. Et il nous fait jouer à un proto. Et on avait souvent cet échange-là, comme on connaissait tous les deux assez bien le milieu, mais que bon, moi je bossais beaucoup avec beaucoup d'éditeurs différents. Il me dit, à ton avis, chez qui ça va, ça? À qui je le montre? Et je lui dis, mais en fait, Erika, ma femme, est éditrice de BD, c'est comme ça qu'on s'est connus. Elle bossait chez Soleil. Lui est développeur de jeux et auteur de jeux dans le jeu vidéo et dans le jeu de société, et sa femme est comptable. Oui, mais je lui dis, on a une équipe éditoriale, quoi. Oui, tu voilà, vois, c'est ça. Vous avez on va dire les pions les plus importants pour commencer, en tout cas, un projet éditorial. Après, t'as plein tu peux rajouter plein de postes sur une maison d'édition et quand tu grossis. Mais on avait l'équipe éditoriale de base. Et du coup, on s'est dit, allez, go, on se monte. Et on s'est monté au départ juste pour le plaisir et un peu par défi et de se dire, on verra bien ce qui se passe. On est allé montrer notre jeu chez Asmodée. Alors, l'avantage, c'est que moi, ça fait 20 ans que j'étais dans le milieu, donc je connaissais quand même beaucoup de monde. Donc, alors, ça simplifie pas les choses. Enfin, ça simplifie les choses, mais ça déjà, ça ouvre les portes. Ça permet d'être écouté, en tout cas. C'est ça. Ça permet d'avoir des rendez-vous et de rentrer dans les bureaux des gens. Et du coup, Asmodée, notre premier jeu, qui malheureusement n'a vraiment pas marché, notre premier jeu a plu à Asmodée. Ils nous ont dit, on vous distribue. Et puis, du coup, on s'y attendait pas trop. Et puis, c'est parti comme ça. Et puis, on a fait ce jeu. C'était quoi le premier jeu? TV Show. TV Show, ok. Un jeu de Nico, justement, et qui a pas trouvé son public. On a fait pas mal d'erreurs d'édition, je pense, particulièrement visuellement. J'ai vraiment pas fait une boîte qui était drôle, alors que le jeu était drôle, et du coup, ça a pas trop attiré son public. Mais, et après, on a sorti Fou, qui lui a fait un carton de Théo Rivière et Corentin Lebrun. Et du coup, on est resté, voilà, comme ça marchait, on a continué, et puis voilà. On a fait une dizaine de jeux. Alors, suivant les projets, soit le projet me plaît trop pour que je le laisse à une illustratrice ou un illustrateur extérieur. Et j'ai vraiment envie de le faire. Genre, l'hippogramme, ça a été ça. C'est-à-dire qu'en plus, l'hippogramme avait un double truc. C'est-à-dire, c'était un jeu qui n'était pas vraiment illustré. Il n'y avait qu'une couve à faire. Mais on avait une appli. Et dans cette appli, il fallait faire courir un hippopotame. Et en fait, moi, je savais pas faire de dessin animé, mais je dis à Nico, go, je fais courir un hippopotame. Et il me dit, mais tu sais faire de l'animation? Je lui dis, non, mais je vais apprendre. Et du coup, j'y ai passé 6 mois, mais mon hippopotame, il court, il est très beau. et Trax, par exemple, qui a été un gros projet pour nous, parce qu'il y avait des acteurs, il y avait un ingénieur son, etc., parce que c'est un jeu qui a une application et avec support audio, et des acteurs et tout ça. Pour Kif, c'était un trop gros projet pour qu'on puisse, en plus de ça, rajouter au coût de production et l'appli et les illustrations. Et donc, Nico internalise la réalisation de l'appli et moi, j'internalisais les illustrations. Et du coup, ça vous a aidé, on va dire, à faire un jeu de meilleure qualité grâce à vos ressources.
Ouais, enfin, un jeu, on va dire, adapté à nos ressources. Ok. On avait cette possibilité-là. Après, moi, dès que j'ai l'occasion de bosser avec d'autres illustratrices et d'autres illustrateurs, d'autant que j'en connais beaucoup, bah du coup, forcément, je fais appel à des artistes que j'aime et dont j'aime le taf et dont j'aime la personnalité, et avec qui je m'entends bien et avec qui c'est cool de bosser, quoi. Que ça soit Christine Alcouf, Nayad, Pauline Détra, Maud Chalmel, Crocotam, c'est des gens avec qui on a envie de bosser et avec qui on prend plaisir à bosser, quoi. J'ai vu par exemple du coup pour revenir sur le dernier jeu qui est sorti de Kiev sur Behind, qui pour moi, j'ai l'impression, en tout cas c'est le feeling que j'ai, va sûrement faire plusieurs boîtes. J'ai entendu que vous êtes en préparation, et même Cédric m'a dit que vous étiez en préparation d'une deuxième boîte. Okay. Et j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai l'impression que ça sent un peu, je vais peut-être être abusé dans mon terme, mais un truc à la Unlock que ça va fonctionner comme ça. En fait, j'ai le sentiment que c'est une mécanique qui est à la fois simple, du coup que les non-joueurs peuvent accueillir, mais à la fois fine et compliquée que les personnes qui aiment le jeu vont apprécier. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un jeu qui va marquer. J'ai ce sentiment. Écoute, j'espère que tu as raison. Vraiment, pour le coup, j'espère vraiment que tu as raison. C'est un jeu qu'on a signé avec Cédric et dont on est tombé fou amoureux tous les quatre. On s'est bien battu pour l'avoir. Il avait des propositions d'à peu près tous les éditeurs français, je pense. Et je crois que ce que nous, on lui a proposé, en tous les cas humainement, parce que c'était vraiment ce qu'on pouvait faire de mieux, parce qu'on n'est pas un gros éditeur, on n'est pas ultra implanté à l'export, parce que voilà, mais on a des arguments, on va dire humains et techniques qui sont pas non plus trop déconnants, et je crois qu'on a fait une belle édition. Après, c'est un jeu qui permet plein de choses, effectivement, comme tu dis. Là, sur les 3 tableaux de la première boîte, il y a vraiment 3 expériences de jeu qui sont complètement différentes. C'est sûr que c'est 3 expériences totalement différentes. Hein. Ouais, avec une mécanique qui est tout à fait semblable, puisque le but, c'est d'obtenir un rectangle en associant des tuiles rectangulaires ou carrées. Et la deuxième boîte proposera à nouveau 3 expériences complètement différentes de la première. Donc, on a vraiment quelque chose. Ouais, on a une belle, une belle collection entre guillemets entre les mains. Maintenant, après, c'est pas nous qui allons. Oui, c'est au public de. Ouais, c'est au public s'il adhère ou pas à la proposition, tu vois. C'est un marché qui est. Quand moi je suis arrivé dans le jeu de société il y a 20 ans, quand je suis arrivé sur SN, j'avais fait un festival de Cannes un peu en off en février de 2005. Ou 2006, ouais, enfin je sais plus, c'est peut-être pas très important, 2005. Et en 2006, j'y étais retourné à Cannes juste en tant que public, pas du tout. J'étais en train d'illustrer Mr. Jack, mais il sortait qu'en octobre à Essen. Et à Essen cette année-là, il y avait 400 jeux qui sortaient. Cette année à Essen, il y en avait 1500. Oui, donc déjà c'est presque le triple. C'est même plus que le triple. Alors oui, le public a certes augmenté et les générations. Moi, je suis d'une génération où on jouait pas avec nos parents, on jouait entre frères, sœurs, cousins, cousines, etc. Maintenant, aujourd'hui, les jeunes parents ont joué quand ils étaient ados, et du coup, ils jouent avec leurs enfants, et voilà quoi. Et ça, c'est des générations qui vont arriver, qui seront plus joueuses, quoi. Ah bah c'est sûr. Par exemple, moi, mon fils aujourd'hui, il a 4 ans. Et, il a déjà touché tellement de jeux pour son âge que je pense, et en plus il est même, je crois, presque plus passionné que moi, et j'ai l'impression que quand il sera grand, c'est sûr que ça sera une nouvelle génération de joueurs. Il y aura on va dire un panel encore plus grand de joueurs, parce que c'est en essor, on va dire, le jeu de société. Ouais, le jeu de société, mais ça a été aussi aidé par le jeu vidéo, en fait, si tu veux. À partir du moment où les premières PlayStation, il y a 30 ans, sont arrivées, déjà, le jeu vidéo était pas que pour les enfants. Et ça a décomplexé pas mal, et ça a créé toute une génération de gens qui ont l'âme ludique, en fait, entre guillemets, que ça soit du jeu vidéo, du jeu de société ou quoi que ce soit, ça reste du jeu avant tout. Et donc, en fait, c'est pour ça aussi qu'on a vu arriver les escape games. C'est pour ça aussi aujourd'hui qu'il y a plein de quiz games, de salles de quiz, de trucs comme ça. Les gens jouent plus parce que c'est
c'est pas honteux de jouer maintenant, c'est pas une activité qui est liée juste aux enfants. Ah. Et d'ailleurs, et puis les enfants se régalent. Nous, avec ma femme, on a un fils de 6 ans. Et depuis alors il est en CP en 2024, depuis la petite section de la maternelle, tous les ans, on va faire pendant quelques mois, une après-midi par semaine ou 2 après-midi par semaine, on fait un atelier jeux de société dans sa classe. C'est très cool ça. Et on s'aperçoit aussi du décalage, c'est que c'est toujours pareil. Isaac a un grand frère de 10 ans de plus, donc qui joue on joue à des jeux de société depuis qu'il est né, et il a joué beaucoup très tôt à beaucoup de jeux. Du jeu plus développé que beaucoup d'enfants. Oui. Il a en tête des mécaniques que peu d'enfants ont à cet âge-là, mais du coup, il a un énorme plaisir à revenir à du jeu plus enfant. Mais les enfants ont des jeux incroyables aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est des jeux qui sont fabuleux parce que les parents vont avoir plaisir d'y retourner, vont avoir plaisir de partager moi je veux dire, si ma mère avait joué avec moi au Monopoly, je pense qu'elle aurait souffert, quoi, parce que le Monopoly c'était vraiment long et chiant, quoi. Oui, c'est sûr. Là aujourd'hui, il joue avec son enfant, ça dure, c'est des plaisirs assez instantanés, on va jouer pendant une demi-heure, on peut enchaîner plusieurs jeux, il y a des mécaniques différentes, que ce soit de la mémoire, que ce soit de la stratégie un peu simplette, de la gestion de main de cartes, des trucs comme ça, il y a des trucs super pour les enfants aujourd'hui, quoi. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, la proposition de jeux d'enfants est quand même ultra développée. Ouais. Et il y a de plus en plus de jeux d'enfants où, moi, en tout cas en tant que parent, même si c'est simple, je m'amuse. Par exemple, je sais que là, je joue beaucoup avec mon fils, il adore Super Miaou. Bah ouais, Super Miaou, c'est la vie, quoi. En plus, moi, j'adore le deck building. Bon, c'est super simple, mais je prends du plaisir, je m'amuse, et lui, il s'amuse aussi. Et je trouve que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des vraies propositions dans le jeu de société enfant. Ah ouais, là récemment, on a joué à Éclair-Tout, c'est chef-d'œuvre. On a joué à Mimose et Sam, une merveille, Mimose et Sam. Je lui souhaite vraiment d'être As-d'or. De toute façon, à mon sens, ça sera As-d'or, ça sera enfant, ça sera Mimose et Sam ou Éclair-Tout, parce qu'il y a vraiment une proposition là-dedans qui est incroyable. Mimose et Sam, c'est vraiment un jeu où l'enfant va découvrir au fur et à mesure des étapes de réflexion. Au début, il a un but simple et défini, c'est s'il joue le voleur, il va devoir trouver des fruits et revenir au centre. Et puis au fur et à mesure, il va développer, et si tu joues l'inspecteur, tu vas devoir trouver qui est le voleur, en fait, sous quelle identité se cache le voleur. Et en fait, au fur et à mesure, l'enfant va réaliser que s'il va directement faire tous les fruits, il va donner trop d'informations aux inspecteurs. Donc du coup, il faut qu'il sélectionne. Il les perd un peu. Il y a la découverte de cette étape-là est incroyable. Ok, ça m'a donné envie. 4 ans en plus, 4 ans, tu vois, c'est ce petit jeu-là qui est basé sur, hop là. C'est pas très podcast parce que je te montre à la vidéo, mais voilà, ça. J'ai déjà vu la pochette. Ok, je pense que je vais l'acheter. Ok, donc en tout cas, merci pour cette présentation. Et dernière question. En tout cas pour la partie présentation, les présélections aux As-d'or sont déjà tombées ou pas du tout? Non, pas du tout. Elles tombent en règle générale, c'est 2e ou 3e semaine de janvier, je crois. Ok. Et vous avez des espérances sur Behind ou non, pas plus que ça, ou vous en foutez un petit peu? Alors, oui, enfin forcément. On sait qu'on a un bon jeu, il a remporté le prix de Boulogne-Billancourt, on sait que c'est un jeu qui est apprécié, on sait que c'est un jeu qui est original, on sait qu'il a plein de qualités. Tous les éditeurs ont des espérances sur leur jeu. Oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec 1500 jeux qui sortent par an... oui, il faut sortir du lot, parce qu'il y a quand même... Voilà, sortir du lot. Aujourd'hui, moi, si tu me demandes de faire un pronostic, alors là, je pourrais pas te le faire de tête, mais il y a 3 catégories à part enfant, où je suis assez... il y a énormément de bons jeux enfants, mais je trouve qu'Éclair-Tout et Mimose et Sam sont vraiment au-dessus, même si j'adore Animaux, même s'il y en a plein que j'ai découvert cette année qui sont vraiment fabuleux. En initié, en tout public, alors expert, je joue plus à des jeux experts quasiment parce que j'ai plus le temps et j'ai plus l'envie, mais en initié grand public, limité à 3 par catégorie, c'est impossible. Moi, je vais en sortir 10, et ces 10-là auront une vraie chance de gagner, c'est-à-dire que, en fait, si tu veux, quand les nominations à l'As-d'or vont tomber, il y a peu de chances cette année, comme c'est arrivé de temps en temps, de me dire « Ah ouais, lui, je l'ai pas vu venir ».
Non. Et par contre, je sais que oui, il y aura sûrement j'aurais préféré voir celui-ci ou j'aurais préféré voir celui-là. Il a sa place. Mais il a sa place, clairement, cette année, plus que jamais, c'est incroyable. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire, il y a pas mal de jeux que j'ai en tête. Par exemple, je vois Bomb Buster derrière toi, qui, à mon avis, aussi va faire partie en tout cas, des shortlists. Je sais pas si ça va être, mais il y a plein de jeux qui ont vraiment marqué. Je trouve que c'était une grosse année, en tout cas, de jeux très intéressants. Écoute, l'année prochaine, je fais officiellement 20 ans de carrière. Et on va dire que ça fait plus de 20 ans que je joue à des jeux de société et que je les accumule dans tous les coins de ma maison. De mémoire, j'ai jamais vu une année pareille. C'est-à-dire qu'il y a eu des années qui ont été marquées par des jeux absolument exceptionnels. L'année de The Mind, l'année de Dixit, l'année de Seven Wonders, de Seven Wonders Duel. C'est des jeux qui ont marqué des années, vraiment. Et tu vas sur une année avoir 2-3 jeux qui ont marqué, etc. Là, cette année, c'est incroyable. Cette année, c'est incroyable, tant d'un point de vue éditorial, c'est-à-dire d'un point de vue du jeu, de l'objet jeu, et donc du produit, parce que c'est pas un gros mot, du produit, parce qu'un Bomb Buster, un Harmonize, un Captain Flip, c'est des produits absolument parfaits. Ah oui. Et en plus de ça, mécaniquement, enfin, au niveau du plaisir du jeu, au niveau de l'illustration, c'est des jeux qui sont incroyables. Donc il y a vraiment une proposition. Tu vois, moi j'ai un des jeux auxquels j'ai le plus joué cette année, ça reste peut-être Château Combo, parce qu'il correspond vraiment à un format de jeu que j'aime beaucoup en ce moment, c'est-à-dire que je peux le sortir de 2 à 4 sans aucun problème, je vais pouvoir l'amener un peu partout. Si je fais la salle d'escalade, je mets mon petit Château Combo dans mon sac d'escalade. À la fin de la séance, on va se faire une petite partie avec les potes, et puis ça dure 20 à 25 minutes, on connaît les cartes, on va jouer vite, on se régale, on passe un bon moment, et c'est cool. Alors oui, c'est pas un jeu qui est ultra innovant, mais on ne demande pas forcément à un jeu d'être ultra innovant, on demande à un jeu de bien faire ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire procurer du plaisir et procurer du plaisir pur, quoi, de jeu de société, quoi. Après, il est pas innovant, je suis d'accord, mais il reprend plein de mécaniques qui existent déjà, mais il les reprend hyper bien. C'est incroyable. On va dire l'alchimie entre toutes ces mécaniques, l'ADA et je trouve que ça fait pour moi aussi Château Combo, pour moi ça fait partie, pour moi c'est un jeu parfait aussi, quoi. C'est un jeu cette année je trouve que moi ça a été un de mes vrais plaisirs. Catch Up Games, donc ceux qu'on fait Château Combo, Courtisan et qu'on fait plein d'autres jeux avant, ils sont sur un nuage en ce moment. Tout ce qui sort c'est quand même vraiment bon. Courtisan était vraiment très très bien. Alors je le mettrais peut-être pas à la hauteur personnellement en tant que plaisir personnel, je ne mettrais pas Courtisan à la même hauteur que Château Combo, c'est-à-dire que je suis revenu instantanément sur Château Combo, j'ai dû en faire une 50aine, peut-être plus de parties en très peu de temps, là où Courtisan, j'en ai fait déjà peut-être une bonne dizaine, alors que je ne l'ai pas depuis très longtemps, mais c'est très élégant, la mécanique est originale, c'est très très bien édité, à part le plateau en tapis, j'ai pas très bien compris, mais le plaisir de jeu est ouf. En tant que maison d'édition, ils sont vraiment sur un nuage en ce moment, Ketchup. Après, est-ce que, par exemple, pour le tapis, comme mon tapis se plie pas très bien, il se met jamais à plat, mais après, toi, en tant qu'éditeur, tu dois aussi avoir en idée des choses que nous, joueurs, on n'a pas. C'est aussi, faut que le jeu rentre dans une gamme de prix pour pouvoir être vendu. Par exemple, si un exemple comme Courtisan, j'ai n'importe quoi, s'il est à, je sais pas, 25-30 euros, il se vendra jamais. Et peut-être du matos de meilleure qualité, des fois faut réussir à mettre la bonne réglette, le bon. Alors le tapis, c'est un choix éditorial, je pense que l'équipe de Catch-Up que Clément a fait. Je pense pas que c'est une mauvaise idée dans l'absolu, parce que ils auraient très bien pu faire un tapis qui aurait coûté beaucoup moins cher en punch, ou même en plateau dépliable. Oui. Ça aurait très bien marché. Je pense qu'ils ont eu envie de donner cette originalité-là. Le néoprène n'étant pas possible dans une petite boîte parce qu'il est impliable et qu'il prendrait trop de place. Ça va gondoler, ça va pas être bien. Mais en l'occurrence, ce tapis, je pense à un choix éditorial, et je pense que si, moi je l'ai pas encore fait en fait, j'ai pas ressorti la table à repasser pour ça, mais il faudrait que je le repasse. Je pense qu'il faut repasser, après ça va mieux. Mais
Mais je pense que le tapis coûte plus cher qu'un plateau de base ou Du coup, c'était vraiment un choix. Ouais, je pense que c'est un choix éditorial qui est plutôt pas mauvais en fait dans l'absolu, mais qui est pas très très pratique, pas très fonctionnel. Par contre, ouais, en fait aujourd'hui, et ça c'est énormément lié en fait à l'over. Enfin, il y a tellement de nouveautés qui sortent en fait, si tu veux, que le prix maintenant est un vrai argument. D'autant que on est dans une période économique vraiment très tendax. C'est-à-dire que nous, on l'a vraiment constaté avec les Taux de Paris, le jeu de Ludovic Maublanc et Christine Alcouf, qu'on a sorti donc il y a 1 an. Au moment où on signe le jeu et où on prépare la prod du jeu, en fait, où on fait les devis auprès du fabricant, etc., et où on dit, bah tiens, on va mettre de l'encre dorée là parce qu'on peut, on va mettre machin parce que le but, on avait un format de boîte qu'on voulait, qu'on trouvait qui était bien, et un prix. On disait 25 €, c'est nickel. C'est un jeu assez simple, c'est un stop ou encore qui marche très très bien avec plein de coups d'enfoirés, etc. C'est un jeu qui est très solide, qui est très très bon, on adore. Et au moment où on a créé en fait les devis et tout ça pour lancer la prod, 25 € était un prix tout à fait acceptable. Entre-temps, il y a la guerre en Ukraine qui démarre et l'inflation, crise économique, etc. Et tout à coup, au moment où nous on sort, 1 an plus tard donc, 25 € c'est trop cher. Et c'est un jeu qu'on aurait idéalement dû placer à 20 €. Aujourd'hui, tu vas définir en tant qu'éditeur la faisabilité d'un jeu, pas tant dans le succès potentiel qu'il peut avoir, est-ce que le jeu est bon? Oui, je l'édite, oui, mais est-ce que je peux l'éditer? Ça, c'est un truc qui est important. C'est-à-dire, est-ce que je peux l'éditer dans le sens, est-ce que je vais pouvoir le vendre? À Vichy, cette année, au Festival Pro de Vichy, j'ai fait pas mal de rendez-vous d'auteurs. J'ai essayé 2 jeux dont je suis tombé fou amoureux et qui seront nos prochaines sorties. Mais en l'occurrence, une fois que évidemment tout le reste de l'équipe les avait joués, etc. Mais j'ai découvert 2 jeux que j'ai trouvé vraiment incroyables et je me suis dit ça, je veux les faire, je veux absolument les faire, c'est trop bien. Et il y a d'autres jeux où je me suis dit ah ouais, c'est trop bien. Mais s'il sort, je l'achète. Ok, mais par contre, moi, je peux pas l'éditer. Je peux pas l'éditer. Pourquoi? Pas parce que j'ai pas le savoir-faire, pas parce que j'ai pas la technique, pas parce que mais c'est juste que ce jeu-là, au milieu de tous les autres, il faudrait qu'il soit à tel prix. S'il faut qu'il soit à tel prix, c'est que soit tu rognes énormément sur la prod, etc., soit tu fais un énorme tirage. Parce que c'est ça aussi, c'est de l'économie de marché, c'est-à-dire que. Mais après, le truc, si tu fais un énorme tirage, faut être sûr de les vendre, faut pas, tu fais un énorme tirage et à la fin, il te reste 10 000 boîtes. Et ça, c'est pas n'importe quel éditeur qui peut. Alors déjà, il y a, je crois, très peu d'éditeurs qui peuvent, à partir du moment où ils sortent un jeu, ils vont le vendre. Ça, il y en a très très peu. Par contre, après, la force de frappe de pouvoir les vendre et d'avoir l'oreille des boutiques, l'oreille du public, l'oreille de machin, il y a quand même quelques éditeurs qui, d'entrée de jeu, ont cette puissance-là. Et cette puissance aussi à l'export. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, encore, à l'export, on en est à nos débuts. On est bien. On progresse vachement depuis 2-3 ans. Mais si c'est la crise chez nous, c'est la crise de partout dans le monde. Donc, oui, c'est sûr. Donc, du coup, c'est un truc qu'il faut vraiment prendre en compte maintenant aujourd'hui. C'est un jeu. Tel type de jeu va devoir avoir tel prix. Parce que ça soit du côté de la boutique, que ça soit du côté du client, ce jeu est attendu à un certain prix et sera considéré comme trop cher si ça déborde. Et de fait, a beaucoup de chances de faire un four. C'est sûr. Mais par exemple, quand je donne, par exemple, Gigamike, qui a sa boîte, on va dire, biseautée, où tous ces... Gigamic, pardon. Oui, je m'attendais pas à ce que... Je l'ai dit un peu l'anglo-saxon. Tu l'as américanisé, Gigamike. Gigamic, qui a sa boîte, du coup, biseautée, qui est clairement une idée éditoriale. Et du coup, quand ils sortent toute cette gamme de jeux, ils sortent toujours dans cette même boîte. Et du coup, ça aide aussi, je pense, à réduire les prix, parce que du coup, la boîte, elle existe déjà. Faut pas la... Ouais, tout à fait. Non, mais après, c'est toujours pareil. C'est un effet de collection, c'est un effet de gamme. Ils ont toujours fait ça, Gigamic. Alors là, le nouveau format boîte biseautée, c'est nouveau, mais avant, c'était la boîte en métal rectangulaire. Ils ont toujours eu des formats, ils ont toujours eu, de ce côté-là, Gigamic a toujours été très fort. C'est-à-dire qu'il y a, dans beaucoup de boutiques où tu rentres, il y a alors ces espèces de petits tourniquets de manège, là, de jeux de société, de leur collection, où tu vas retrouver Saboteur, C'est ce qui prend, tu vas retrouver tous ces jeux-là, Non Merci et tout ça. Tu vas retrouver toute leur gamme de jeux. Bon, maintenant, ce sera des boîtes biseautées et c'est très bien parce que oui, effectivement. Alors, la boîte
biseauté, une fois que t'as le modèle et c'est cool. La boîte biseautée en soi, la boîte, c'est pas ce qui coûte le plus cher dans un jeu de société en fait, sauf si tu fais une boîte avec effet ouverture, un peu comme on a fait avec les Toits de Paris, avec l'aimant, le machin, le truc. C'est pas Château des Souris, c'est le jeu d'enfant là de Théo. La Maison des Souris. Bah si, non, la Maison des Souris. La Maison des Souris. Oui, comme ça. C'est alors pour les jeux enfants, c'est encore une autre économie, hein, parce que tu prends la planche des pirates par exemple, t'as un matos à l'intérieur, t'as quatre planches aimantées, t'as un plateau aimanté, t'as 4 figurines en plastique peintes qui sont absolument incroyables, t'as des pions en bois, t'as des pions, des cartes, enfin c'est du délire. Mais le jeu enfant a vraiment c'est un marché vraiment très très à part. C'est vraiment un marché très à part avec des exigences de matériel plus conséquentes. Voilà, c'est encore un truc à part. Oui, c'est son premier lancé. Donc pour toi, du coup, je rappelle ce que le premier lancé, c'est un peu le jeu qui a lancé ta passion. C'est quel jeu pour toi? Même si tu l'as déjà un peu dit. Alors ça s'est fait en 2 étapes en tant que joueur jeune, ado, pré-ado. Si je mets le jeu de rôle de côté, ça va quand même être Dungeon Quest, parce que c'était un dungeon crawler incroyable, d'une difficulté incroyable, où tu rentrais dans un donjon, il fallait atteindre le centre du donjon, alors tu mettais des tuiles devant toi, mais tu piochais des tuiles au hasard, donc tu pouvais avoir des pièges mortels, tu perdais ton perso, enfin bref, c'était une difficulté absolue, puis t'avais un timer, c'était un jeu horriblement difficile avec des figurines super bien illustrées à la Warhammer, parce que c'était Warhammer qui éditait le jeu. Et après, en deuxième temps, quand je suis revenu aux jeux de société en tant que jeune adulte, je devais avoir 25 ans. Clairement, ça a été Chevalier de la Table Ronde et Zombie la Blonde, la Brute et le Truand, qui ont vraiment... Zombie la Blonde, la Brute et le Truand m'a énormément marqué, parce que c'est un jeu de négociation. C'est-à-dire que c'est un jeu où tu as une équipe de survivants. Donc, alors aujourd'hui, ça se ferait plus, mais t'as ta blonde, ta brute et ton truand. T'as 3 pions chacun. Et en fait, tout le monde a ces 3 pions-là. Et en fait, il faut les mettre dans des lieux, dans un supermarché envahi de zombies. Et à chaque tour, on va voter les uns contre les autres pour savoir qui doit se faire bouffer. Donc, c'est que des alliances qui vont se créer, des mensonges qui vont être des trahisons. C'est des jeux. Oh, c'est un jeu horrible, hein. C'est un jeu vraiment horrible. C'est un jeu comme aujourd'hui, bon, plus simple, mais par exemple, en plus, c'est toi qui as fait la boîte, si je me rappelle, Bahamas. Ouais, c'est le même auteur, hein. C'est okay. C'est Nico qui a fait ça. Oui, c'est un jeu de trahison, mais alors vraiment, ça se base vraiment que sur t'as quelques cartes mais sinon, c'est que de la négo, hein. C'est de dire, là, si t'es l'acheted, ou je voterai pas, en gros. C'est un jeu horrible. Horriblement bien, mais horrible. Et Chevalier de la Table Ronde, parce que c'était le premier jeu de Noël, parce que quand tu ouvrais cette boîte, c'est incroyable, t'avais dessus envie de jouer, il y avait des figurines, plein de plateaux, il y avait plein de cartes de partout, c'était incroyable, la réalisation des The Wonder était au sommet de leur art. Et c'est des jeux qui m'ont marqué en tant que... Et Zombie la Blonde, la Brute avait cette particularité, je me rappelle à ma table, une copine me demande tu peux me passer le livre de règles? Je fais alors attends, le livre de règles, il est pas très bien écrit, donc pose-moi ta question et je te répondrai. Elle me dit en fait, j'aimerais savoir si je peux mentir. Et comme un con, je suis allé vérifier. J'ai commencé à feuilleter le livre de règles. Pour savoir et d'un coup, je suis en train de réaliser que je suis en train de chercher une info qui est complètement con. En fait, c'est pas marqué, vous pouvez mentir. D'ailleurs, dans City of Horror, la réédition, il avait marqué, vous pouvez vous trahir. Mais et ça m'a fait un espèce d'éclair fou de me dire, ah ouais, mais en fait, on dépasse le livret de règles. C'est-à-dire que le jeu, c'est vraiment les joueurs. Oui, c'est les joueurs. C'est vraiment quelque chose. Et ça m'a marqué vraiment, vraiment profondément. Et je me suis dit, le jeu de société, c'est merveilleux, en fait. Ouais, c'est sûr. Par exemple, pour moi, le jeu qui m'a... Quand je suis revenu, je me suis dit, waouh, c'est sûr que maintenant je veux faire ça, parce que moi j'étais beaucoup jeux vidéo. C'était Time Stories. Où quand j'ai joué, j'ai dit, mais waouh, en fait, c'est... Genre l'univers, tout, c'est vraiment un jeu qui m'a marqué, qui m'a fait revenir dans le jeu de société, parce que avant Magic, je jouais beaucoup à Magic quand j'étais vraiment jeune au lycée. Après, j'ai tout belote, tarot, tous les jeux avec ma famille, mais j'avais un peu laissé, et on va dire ça fait une dizaine, peut-être, allez, maxi 12-13 ans que je suis revenu dans le jeu de société, et c'est vrai que ce jeu, ça
c'était le C'est le point marqueur, c'est le jeu du retour, quoi. le jeu du retour. Et y a-t-il un jeu dans ta ludothèque, même si le jeu est bon, pas bon, ça c'est pas très important, mais qui pour toi est un peu une Madeleine de Proust et qui quittera jamais ta ludothèque parce que, on va dire, quand tu le vois, ça te rappelle des souvenirs. Alors, il y en a plein. En fait, avec ma femme, on a décidé de se limiter un tout petit peu dans nos jeux. Donc, on a essayé de ne pas en avoir plus de 500 à la maison. On est à 1 millier, je pense. Mais à chaque fois qu'on en fait rentrer des nouveaux, on en fait sortir. Et là, on les donne soit à des copains, soit à des barrageux dans notre coin, des assos, des trucs comme ça. Je suis arrivé à un niveau où les 3/4 de ma collection sont presque que des Madeleines de Proust. C'est-à-dire que, tu vois, là, sous le regard, j'en ai qu'une toute petite partie. Et c'est plein de jeux qui ont un attachement, soit parce que c'est des copains qui me les ont offerts, soit parce que c'est des jeux que j'ai fait dédicacer par des potes, soit parce que j'ai fait des parties fabuleuses dessus et je sais que j'y rejouerai jamais. Mais tu vois, par exemple, devant moi, là, j'ai le Pandemic Legacy saison 1 que j'ai fait, que je peux plus refaire de fait parce que c'est un Legacy. Mais j'ai tellement de souvenirs incroyables avec ma femme à jouer à ce jeu que je peux pas jeter la boîte, en fait. Alors que il y a que ça à faire, en fait, c'est la mettre à la benne, mais je peux pas le faire parce qu'il y a trop d'attachement. Il y a le souvenir qui est avec cette boîte, on va dire. C'est ça, ouais. Et puis mine de rien, tu vois, par exemple, j'ai Ispahan de chez Istari, qui est un jeu de Sébastien Pochon de l'époque. Quand moi je suis arrivé dans le milieu du jeu de société pour mon premier SN, c'était le jeu qui avait été nommé à Hochspiel et il avait été nommé Hochspiel. Et c'est un jeu que je trouve d'une élégance folle en termes de mécanique. Et même si j'y joue plus, j'y ai pas joué depuis 2 ans, je pense. Peut-être, j'y ai joué l'année dernière, je crois. Mais c'est un jeu, je peux pas m'en séparer. C'est impossible. Et puis après, il y a tous ces gens que j'ai rencontrés dans le milieu, que ce soit des auteurs, des autrices, des illustrateurs, des illustratrices, des éditeurs aussi, des éditrices. Il y a tous ces jeux qui ont un sens pour moi. Enfin, il y a un humain derrière. Il y a une histoire. Du coup, voilà. Et c'est des jeux en fait, si tu veux, la part amovible du jeu de société, de ma collection de jeux de société, ça reste les nouveautés. Et les nouveautés où je sais que Château Combo, typiquement, là, j'y joue beaucoup. Je vais encore y jouer pas mal. Mais à un moment ou à un autre, je vais le filer à quelqu'un, quoi. Ça, voilà, c'est sûr. C'est pas parce que j'en aurais fait le tour et que voilà, j'aurais plus envie, forcément besoin d'y retourner. Oui, c'est un jeu, et puis on va dire s'il y en a un nouveau qui arrive, c'est ça. Et tu vas le remplacer en fait par. C'est ça. Ok. Exactement. Ok. Et du coup, dans les. Je crois que tu me l'as déjà un peu dit, mais le jeu que du coup aujourd'hui tu sors le plus souvent pour jouer avec ta famille ou même des amis. Alors c'est difficile à dire parce que c'est vraiment très très ponctuel. Dans ces derniers, c'est les jeux qui sont rarement rangés en fait. Ces derniers temps, il y a pas mal de loose. Alors ma femme et moi, on est très jeu de pli. On a un couple d'amis qui est très jeu de pli aussi. Ah, vous avez dû apprécier The Gang du coup. Alors The Gang pour moi c'est un jeu de poker. C'est différent. Alors moi j'aime beaucoup The Gang. J'aurais pas tellement les joueurs pour y jouer, et surtout que The Gang, pour moi, c'est un jeu qui doit se jouer à minimum à 6. Oui, je suis d'accord. Je l'ai découvert on était 8 à table, voire peut-être 10. Et à l'époque, c'était que du proto fait maison, et il n'y avait pas toutes les cartes que The Gang, le jeu édité, apporte. Mais c'est un jeu que oui, je trouve brillant. J'aurais pas forcément en plus, je joue plus au poker du tout, donc c'est pas un jeu que je vais forcément à ressortir très souvent ici. D'accord. Par contre, tu vois, cette année, Odin fait partie des jeux que j'ai le plus joué. Château Combo, il y en a quelques-uns comme ça. Odin, moi j'adore. C'est le jeu de défausse que je trouve absolument excellent et très rapide, très cool et super bien illustré en plus. Donc maintenant, ouais, nous le problème c'est qu'en tant qu'éditeur, on a des protos et mine de rien, quand ils arrivent, on va dire quand ils sortent. Vous les avez presque déjà découverts. Ah oui, là le prochain jeu, on a un jeu qu'on va sortir l'année prochaine. Je dois en être à 200-300 parties pour le tester, pour le développer, pour vérifier la balance des trucs. Avec, je teste pour donner mes informations à Nico qui va s'occuper du dev parce que c'est lui qui gère tout ça, quoi, avec l'auteur. Mais oui, on enchaîne les parties. Ok. Et du coup, y a-t-il un jeu, une nouveauté qui va sortir ou chez Kif ou chez quelqu'un d'autre que tu attends particulièrement ? Oui, alors
Je veux pas donner de jeu chez Kif parce que de toute façon tous les jeux qu'on sort j'ai envie d'y jouer, donc j'ai envie de les voir Make sortir, sense. parce que c'est toujours un petit miracle de sortir un jeu de société. Dans ce que j'ai essayé à l'état de proto que j'ai envie qu'il sorte, alors il y a quoi? Il y a la réédition de Myrmes chez Bombix de Johan Levé. Je crois que c'est que Johan. Je crois qu'il est seul sur le trou. J'y ai jamais joué à l'époque où il était sorti chez Istari, parce que c'est un vieux jeu. Et je pense que c'est un jeu qui a une super grosse réputation, qui était un jeu avec des fourmis à l'époque. Et je sais pas chez Bombix ce qu'ils vont faire, mais comme ça sera Bombix, en plus ça sera super beau, ça va être super cool. Il y a chez Greux Games, mais je sais pas si je sais pas si c'est officiel. Donc je peux peut-être pas en parler, mais je sais qu'il y a un jeu que j'ai très envie de. C'est une réédition d'un jeu qui existe déjà, qui a existé, et que j'ai très envie de voir ressortir parce que j'adorais le jeu d'origine. Et sinon, dans ce qui va sortir, je te cache pas que j'ai pas. Alors, en cette période de l'année, je suis pas trop ce qui va arriver. Ça, c'est plutôt la première moitié de l'année. La première moitié de l'année, il y a des trucs qui vont arriver, que je vais être excité. Et la deuxième partie de l'année, je vais jouer, quoi. Ok, d'accord. Cool. Et une dernière question, du coup, avant de passer à la dernière partie. Par exemple, s'il y a un jeune auteur, ou même un auteur pas forcément jeune, mais pas connu, qui veut présenter un jeu à Kif, comment il doit faire? Alors, on a un site web Kif, KYF-édition au singulier, donc edition.com. Sur ça, il y a un envoi, il y a une autre mail de contact, etc. On peut nous envoyer. Et alors, aujourd'hui, on reçoit quand même beaucoup de demandes de prototypes, etc. Le plus simple encore, c'est de nous envoyer un mail avec un pitch du jeu, un résumé en fait de ce que le jeu est censé provoquer, tant dans l'émotion que dans la mécanique, etc. Une sorte de note d'attention en fait. Voilà. Et ensuite, idéalement, une vidéo de présentation ou un PDF des règles. Okay. À partir de là, nous on va dire si on veut prendre un rendez-vous pour jouer au jeu ou demander un print and play ou un truc comme ça pour pouvoir le jouer en vrai. Mais sur la base du pitch et d'une vidéo de présentation des règles, en règle générale, ça nous suffit pour nous faire une idée si c'est le genre de jeu auquel qu'on veut éditer derrière, quoi. C'est la meilleure façon. On peut venir nous voir sur les festivals, c'est toujours pareil. Pour tout ce qui est illustratrice, illustrateur, je refuse de faire des rendez-vous. C'est les illustratrices et les illustrateurs passent avec leur book, on échange, on discute, on se boit un café et je regarde le book à la volée et ça me fait toujours plaisir, c'est toujours des bons moments, mais j'ai pas du tout envie que ça soit formel. Pour les auteurs de jeux et les autrices de jeux, on demande on prend des rendez-vous si on sait ce qu'on va voir pendant le rendez-vous. C'est-à-dire si la présentation, les règles nous ont intrigués, on va dire on se prend rendez-vous sur Cannes ou sur Vichy ou un truc comme ça. Ouais, s'il y a déjà eu une sorte un hook déjà. Ouais, oui, il faut absolument. Aujourd'hui, il y a entre le fait qu'il y ait énormément de jeux et le fait qu'il y ait énormément de sollicitations, il faut savoir filtrer un minimum. Bah c'est sûr, parce que surtout en plus que vous, tu m'as dit, vous faites 2 jeux par an. Ouais. 2 jeux par an. J'imagine que, si je donne des chiffres au pied, si vous recevez par année, on va dire une centaine de protos à peu près, c'est-à-dire qu'il y en a déjà 98 qui vont pas être édités, et déjà dans les 100, faut réussir à déjà, on va dire, écrémer un petit peu, parce qu'il y en a peut-être, on va dire, une trentaine, une quarantaine qui fonctionnent. Je sais rien, je donne des chiffres vraiment à la louche. Ouais, non, mais c'est des chiffres qui sont pas... Alors, en fait, si tu veux, c'est aussi le problème de l'année 2024 en termes de nombre de sorties de jeux, c'est qu'il y a quand même très peu de mauvais jeux qui sont sortis. Oui, il y a des jeux, il y a énormément de jeux, il y a une grosse majorité qui va pas trouver le public qu'il pourrait avoir parce que justement il y a trop de propositions, il y a des jeux qui se ressemblent trop, mais pas qui se ressemblent parce qu'ils ont été copiés l'un sur quoi ni mais c'est juste que le feeling de jeu tu vas être appelé par une direction artistique qui peut faire la différence, tu vas être appelé par tel tempo de partie ou des trucs comme ça, tel rythme de partie, mais il y a des jeux, des créations, des châteaux combos si tu veux, où tu construis un tableau. Il y en a quelques-uns quand même, tu vois, les jeux de pli, il y en a un paquet aussi, il va toujours y avoir un petit twist qui va faire la différence, mais globalement, si tu veux, avec le nombre de sorties qu'il y a, oui, il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte du lot.
Et il faut arriver à sortir de ça. Après, par contre, que l'auteur ou l'autrice soit connu ou pas, ça, on s'en fout. Enfin, Cédric Millet, quand il vient nous contacter, quand on le contacte, nous, pour Puzzle Rêve, à l'époque, Behind s'appelait Puzzle Rêve, je sais qu'il a édité un jeu, Meeple Circus, que j'ai eu en plus de ça, parce que j'y jouais avec mon premier garçon. J'avais pas fait le lien entre ce jeu et son nom, en fait. C'est quand je suis allé voir son nom que j'ai fait, c'est lui qui a fait Meeple Circus, ok, go. Je connais son truc. Mais sinon, mais à la base, c'était la proposition qui t'intéressait plus que sûr, la personne. On s'en fout complètement de savoir que le gars est connu ou pas. Si Antoine Bozat, alors en l'occurrence un ami, mais si Antoine Bozat t'envoie un mail et te dit j'ai un proto qui pourrait vous intéresser, inévitablement tu vas ouvrir le mail. Enfin, oui, ça... Après ça c'est normal. Par exemple, je vais remettre au cinéma, si Nolan t'envoie un scénario, tu dis étudies, je vais quand même étudier, après il est bon, il est pas bon, mais je vais le lire dans tous les cas. C'est ça. C'est exactement ça. Mais sinon, voilà, après, il y a absolument pas de... C'est le jeu qui doit être bon, hein. C'est le reste, on s'en fout. Ok, bon bah merci beaucoup. Avec donc plaisir. Là, on va faire du coup la dernière partie qui est un petit jeu. Donc je repitch pour les nouveaux arrivants. L'invité est échoué sur une île déserte et il a le droit de ramener que 5 jeux. Et après, sur cette île déserte, c'est un peu comme Lost, il peut rencontrer d'autres tout seul. Donc il est pas vraiment tout seul. Et du coup, toi, tu ramènerais quoi comme jeu sur cette île déserte? Oh là là, je ramènerais un Gang of Four pour le jeu de cartes, parce que je crois que ça fait 20 ans que je joue Gang of Four et que je m'en suis jamais lassé. Si les 3 autres tout seuls sur l'île, ça avait été les 3 autres de kiff, j'aurais pris un petit chou, parce que c'est Gang of Four en mieux et c'est par équipe, c'est fabuleux. Mais il y a que avec eux que je joue, donc du coup, Gang of Four c'est très bien. Je pense que je prendrais un Ispahan, justement, parce que c'est un jeu qui est parfait pour moi, sur beaucoup d'aspects. Tu m'as dit combien? 5. Combien je pouvais en prendre? 5. Je suis obligé de prendre un zombie, la blonde, la brute et le truand pour me fâcher avec les autres survivants, et puis après on se déchire. On sera vraiment tout seul. Voilà, et je pique la bouffe et au moins je suis vraiment tout seul. Qu'est-ce que je prendrais? Je suis obligé de prendre un Hit. Le seul problème, c'est qu'il faut voir. Hit, c'est le jeu, ces 2 dernières années, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué, je pense. Je suis un inconditionnel de Hit. Et l'Hippogramme, un jeu de kiff. Alors, il faudrait qu'on ait de la batterie dans nos téléphones parce que ça se joue avec une appli. Ah ouais, donc c'est peut-être pas forcément adapté. Parce que c'est pas sûr qu'il y ait une prise aussi. Hein. Ouais, je vais. Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais. Si, un jeu à rôle caché, Time Bomb. Ok. Un petit Time Bomb, c'est bien. Time Bomb ou Avalon, mais Avalon est un peu plus complexe que Time Bomb. Time Bomb, c'est instantané, c'est plus rapide. Ok. Bon bah merci beaucoup pour ça. C'était très cool et puis peut-être on se recroisera dans le monde du jeu, qui sait.